Merci. Bonjour à tous et toutes. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes 130 à vous êtes inscrits pour ce webinaire. Vous venez d'associations, de fonds et fondations, du monde académique, de l'action publique, de structures d'accompagnement. Vous êtes salariés, bénévoles ou citoyens concernés. Et nous allons être ensemble 1h30 pour parler des relations entre associations et générosité privée. Mon nom est Florian Covelli, je suis délégué général de l'Institut français du monde associatif. Et pour commencer, je vais donner la parole à notre partenaire, Benjamin Kurk du Fonds citoyen franco-allemand, sans qui nous n'aurions pas pu organiser ce webinaire. Benjamin. Oui, bonjour à toutes et à tous, schönen guten Tag, hallo zusammen. Ich werde mich auf Französisch unterhalten und sprechen. Donc, je vais parler en français. De toute façon, vous avez donc une traduction simultanée. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue au nom du Fonds citoyen franco-allemand. Alors, le Fonds citoyen franco-allemand n'est pas une fondation de nature privée ni publique. On est un organisme international franco-allemand issu d'un traité de coopération signé entre la France et l'Allemagne en 2019. Nous sommes soutenus donc par l'État français et l'État allemand, avec pour mission de soutenir des initiatives entre la France et l'Allemagne qui visent à rapprocher les deux sociétés civiles. Et dans les projets qu'on soutient, nous avons toute une myriade de thèmes, dont ceux qui sont en lien avec les enjeux démocratiques, des questions de philanthropie, sur la culture, sur les enjeux écologiques, etc., etc. Donc, nous travaillons essentiellement avec des partenaires privés et publics. La plupart de ces partenaires sont constitués d'associations en France et en Allemagne, mais ça peut être aussi des collectivités. Et donc, pour ces partenaires, il y a un réel enjeu pour pouvoir développer des projets qui se déroulent entre la France et l'Allemagne. Nous sommes donc un instrument qui finançons les projets, mais on a identifié aussi qu'il y avait un réel besoin dans la société civile, en France, en Allemagne, d'être accompagné pour pouvoir mener des actions qui sont souvent aussi d'utilité publique et qu'il y avait une problématique commune, à savoir la nécessité de recourir également à des financements, que ce soit des financements publics ou des financements privés. Le paysage institutionnel ou de la philanthropie en France et en Allemagne est quand même relativement différent, puisque nous avons en France plutôt un pouvoir public, des acteurs publics euh, qui sont assez puissants et qui financent quelques grands thèmes, quelques grands enjeux via des appels à projets, tandis qu'en Allemagne, même si la puissance publique est également présente et importante, il y a toute une myriade d'acteurs privés, de fondations qui existent et qui sont beaucoup plus importantes et aussi plus puissantes qu'en France. Ce que l'on voit aussi, c'est que dans ce dialogue franco-allemand, c'est un dialogue qui est devenu aussi nécessaire dans sa structuration pour répondre à des enjeux qui sont globaux et qui sont communs. Donc, nous sommes arrivés à la conclusion de façon très rapide qu'il fallait pouvoir mettre en dialogue ces acteurs de la société civile, les acteurs aussi de la philanthropie, qui sont engagés sur des enjeux en France, en Allemagne, euh, avec une vocation nationale ou internationale. Il fallait les mettre aussi en lien, puisqu'elles avaient aussi un intérêt commun à créer des phénomènes d'alliance pour répondre de façon commune à ces enjeux. Au niveau du Fonds citoyen, ce qu'on identifie, c'est aussi un peu un déséquilibre parfois entre les acteurs français et allemands, notamment aussi que ce soit au niveau structurel dans la philanthropie, mais également sur les acteurs sur le terrain qui ont besoin de soutien et de générosité euh, pour pouvoir faire leur travail. Et donc, ce webinaire, cette discussion, nous paraît d'autant plus nécessaire et importante. Et nous nous réjouissons
de cette initiative de la Fondation Maecenata et de l'Institut français du monde associatif pour commencer un peu à défricher ces enjeux dans une perspective franco-allemande, mais dont, il me semble, les solutions peuvent être appliquées bien au-delà de ce cadre. Donc, il faut vraiment prendre euh, ce contexte franco-allemand comme un laboratoire. Et au niveau du fonctionnement, on sera vraiment très curieux et aussi très intéressé à pouvoir accompagner cette démarche franco-allemande sur, pourquoi pas, un développement, une structuration de ces acteurs de la philanthropie entre la France et l'Allemagne, puisqu'on voit qu'il y a aussi une nécessité de travailler ensemble entre acteurs de la philanthropie au niveau privé et au niveau public. Et nous, on est tout à fait prêts à aider et à servir un peu de pont pour résoudre cette équation. Voilà, je vous souhaite une bonne discussion à toutes et à tous et je repasse la parole à Florian. Merci Benjamin pour ton introduction et pour votre soutien. Euh, alors, moi, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire et j'ai le plaisir d'accueillir trois experts pour parler de notre sujet. Inga Waxman est chargée de programme à la Fondation Porticus en France. Elle donnera le point de vue d'une praticienne sur les relations entre la philanthropie et les associations. Elle apportera à la fois une perspective française et européenne en s'appuyant sur son rôle chez Porticus et puis sur sa vaste expertise de la philanthropie en Europe, avec un regard particulier sur les enjeux démocratiques et de la philanthropie de la confiance. Dr Catherine Dombrowski est directrice de la coordination du réseau ECFI, European Community Foundations Initiative. Elle apportera une vision européenne et allemande à partir d'un enjeu fondamental de la relation qui est sa dimension territoriale. Et elle nous dira les enjeux dont sont porteuses les fondations territoriales. Et puis, Dr Rupert Graf Strarwitz est conseiller stratégique senior à la Fondation Mecenata à Berlin. Il est spécialiste de la société civile, de la philanthropie et des politiques publiques. Il apportera son analyse à la fois avec un regard allemand et européen. Et je salue bien entendu Mecenata qui a organisé ce webinaire avec nous. Nous aurons deux temps d'échange avec l'ensemble des participants du webinaire, donc à deux reprises. Et pour cela, je vous remercie de poser vos questions au fur et à mesure, au fil des présentations, par écrit, en cliquant sur la fonction qui se trouve en bas de votre écran Zoom, questions et réponses, Q&R. Donc, on attend vos questions, vos réactions. Ils peuvent être aussi des ressources que vous souhaiteriez partager. On attend cela avec impatience. Mais tout d'abord, j'aimerais vous dire quelques mots sur l'Institut français du monde associatif et surtout vous présenter nos travaux pour introduire et cadrer nos échanges. La conviction fondatrice de l'Institut est simple mais forte. Il y a un enjeu majeur et même un impératif démocratique à mieux connaître le monde associatif. Un enjeu d'abord pour l'écosystème associatif lui-même, les associations, mais aussi leurs partenaires publics et privés. Et puis un enjeu pour la société dans son ensemble, pour éclairer les décideurs, les citoyens, sur ce que les associations apportent concrètement à la société et à la démocratie. Et pour répondre à cet enjeu, on a pensé l'Institut comme une plateforme de recherche et développement au service du secteur associatif, structurée autour de programmes de connaissances thématiques qui suivent toujours trois grandes étapes. D'abord, on part des besoins des acteurs. Quelles sont les questions que se posent aujourd'hui sur le terrain les acteurs associatifs et leurs partenaires? Quelles sont les questions que l'on souhaite adresser à la recherche pour avoir un impact réel sur les pratiques? Ensuite, deuxième étape, mobiliser la recherche en associant des chercheurs et des acteurs de terrain pour coproduire des connaissances utiles et actionnables. Et puis enfin, transférer et diffuser ces connaissances pour qu'elles irriguent les stratégies, les visions et qu'elles se traduisent en nouvelles pratiques. Alors, pourquoi avoir ouvert ce sujet des relations entre générosité privée et association? Bien parce que nous avons identifié un véritable angle mort de la connaissance sur le sujet en France.
D'un côté, la recherche sur la philanthropie est relativement développée, mais souvent sans lien nourri avec le monde associatif. Et puis de l'autre, la recherche sur les associations est riche, mais la générosité privée y apparaît très peu. Donc on a voulu comprendre plus finement ce qui manquait aujourd'hui à la connaissance pour éclairer la manière dont s'organise concrètement cette relation entre générosité privée et association. Nos travaux ont pris la forme d'un groupe de travail exploratoire français qui s'est réuni entre 2023 et 2024 et qui a rassemblé 51 participants, des associations, des fondations, des fédérations, des structures d'accompagnement et des acteurs publics. De ces travaux ont émergé 5 grands axes de questionnement que je vais vous présenter rapidement et qui serviront de base à la suite de nos échanges dans ce webinaire. Un premier axe a porté sur les notions de dépendance et d'interdépendance issues de cette relation générosité privée-association. Les échanges au sein de notre groupe ont d'abord beaucoup interrogé l'asymétrie de la relation financeur-bénéficiaire, voire même les rapports d'influence des financeurs privés sur les modèles associatifs, alors que de chaque côté, fondation et association, on appelle à des relations plus horizontales et plus partenariales. À partir de là, comment passer d'un rapport de financement à une philanthropie de la confiance? Ça interroge en particulier la capacité des acteurs philanthropiques à aller vers des modes de soutien extra-financiers. Ça soulève aussi la question de la relation triangulaire entre générosité privée, association et puissance publique, avec en toile de fond le rôle du don comme levier d'indépendance vis-à-vis des financements publics. Et en France, dans le moment de crise budgétaire, c'est une question qui n'est pas neutre. Un deuxième axe est intéressé à la place de la générosité privée dans les modèles socio-économiques associatifs. Quand on parle de modèles socio-économiques, on dépasse la seule question des ressources financières de modèles économiques pour penser l'équilibre global entre toutes les ressources qui sont mobilisées par les associations. Certes, des financements et des financements diversifiés, mais aussi l'engagement bénévole et puis les partenariats et les alliances. Ce sont les 3 piliers des modèles socio-économiques. Et en France, si on connaît relativement bien les volumes financiers issus de la générosité privée, en revanche, la façon dont la philanthropie va appuyer ou non les modèles socio-économiques au-delà des seuls modèles économiques, ça c'est un sujet qui est sous les radars. Autrement dit, les motivations des acteurs associatifs et philanthropiques à entrer en relation n'ont pas encore été analysées au-delà de la simple contractualisation économique. Du côté associatif, par exemple, le recours à la générosité privée, eh bien, on voit qu'il oscille entre stratégie assumée, opportunisme contraint, voire parfois résistance culturelle. Quelle part de chacune de ces catégories, comment on passe de l'un à l'autre, on ne sait pas. Du côté de la philanthropie, il y a aussi des questions sur le rôle qu'elle s'assigne en appui aux modèles associatifs. La philanthropie peut avoir tendance, en tout cas pour une grande partie d'entre elles, à se présenter comme le budget de recherche et développement, le budget d'innovation du monde associatif, mais c'est une question qui n'est pas encore démontrée scientifiquement. Ça, c'était pour le deuxième axe. Un troisième axe a porté sur l'évaluation, qui est au cœur de la relation entre générosité privée et association, et qui est perçue à la fois comme une opportunité et une contrainte. Une opportunité lorsqu'elle devient un espace de dialogue, de co-construction et d'apprentissage mutuel, et une contrainte lorsqu'elle se transforme en outil de contrôle ou d'influence dans une relation asymétrique. Et sur cette question de l'évaluation, le groupe a d'abord et surtout pointé l'absence d'espace dédié à l'analyse de la valeur sociétale que créent ensemble la générosité privée et les associations, alors même que cette valeur sociétale est au cœur de leur raison d'être commune, au cœur de leur contrat. Un quatrième axe a interrogé la contribution conjointe à la démocratie des associations et de la générosité privée. Alors, en se plaçant plutôt dans une conception large de la démocratie à laquelle associations et fondations contribuent, la démocratie du quotidien, le pouvoir d'agir, le lien social, la délibération, la détection des signaux faibles. Et dans un contexte de crise démocratique qui est aussi crise de confiance, nous avons questionné ce que produisent ensemble associations et philanthropie au prisme de la confiance. Les associations comme institutions de confiance, comme indiquent les sondages, euh,
le don en confiance, qui est le slogan de l'Organisation française de labellisation des organismes qui collectent des dons, et puis les fondations comme tiers de confiance. Et donc la question est de savoir euh, si, au fond, la relation à la générosité privée peut renforcer la fonction de corps intermédiaire des associations et constituer un levier institutionnel de confiance face à la crise démocratique. Et puis, au chapitre des questions démocratiques, on a aussi interrogé les biais potentiellement délétères pour la démocratie de cette relation. Par exemple, des formes de priorisation des causes par la générosité privée, donc d'invisibilisation de certaines causes qui seraient moins attractives pour les donateurs ou les fondations. Et puis, nous avons aussi évoqué le développement de pratiques philanthropiques et associatives contre-progressistes, en particulier liées aux mouvances d'extrême droite. Et enfin, un dernier axe s'est intéressé à la dimension territoriale. On s'est demandé quel était le poids des cultures et des contextes socio-économiques et politiques locaux sur la relation entre générosité privée et association. Pourquoi les associations feraient peut-être plus appel à la générosité privée dans telle ou telle région? On s'est aussi demandé quelles étaient les différentes formes d'ancrage territorial existantes pour la philanthropie. On connaît particulièrement la forme des fondations territoriales. Y en a-t-il d'autres? Lesquelles? Et puis on s'est demandé si ces formes territoriales de la relation finalement attrapaient différemment les causes et si elles soutenaient d'autres formes d'initiatives que celles que l'on soutiendrait à une échelle nationale. Donc, voilà pour une présentation rapide des résultats de nos travaux. Vous pourrez les retrouver plus en détail dans le livre blanc que nous avons édité et qui est disponible sur notre site internet. On vous met le lien dans le chat en français et en anglais. Malheureusement, nous n'avons pas encore traduit le livre blanc en allemand. Mais on sait que les Allemands parlent très très bien l'anglais. Euh, alors, voilà pour cette première partie. Ces travaux qu'on a produits en France, on a eu envie de les confronter à un regard européen, d'où ce webinaire qui ouvre déjà à un dialogue franco-allemand pour croiser deux modèles associatifs et philanthropiques structurants en Europe, pour éclairer autrement les relations entre générosité privée, association et démocratie, et aussi pour dépasser les cadres nationaux et faire émerger des enseignements européens partagés. Alors, on va faire un premier tour de table virtuel pour faire réagir nos trois intervenants et qu'ils nous disent euh, euh, les grands enjeux qui, de leur point de vue, structurent aujourd'hui la relation entre philanthropie et association. Alors, Rupert Graf-Strarwitz, pour commencer. Rupert, quels grands enjeux tu perçois à partir de ton regard d'analyste de long terme des relations entre société civile, philanthropie et politique publique en Allemagne et en Europe? Merci beaucoup, Florian. Bonjour, mesdames et messieurs, de mon côté également. Un grand merci de ma part aussi à nos collègues français qui ont élaboré et organisé ce webinaire. Ce n'est pas seulement pour nous dans le monde des fondations et de la société civile important, mais ce genre de webinaire a aussi une importance politique. Nous savons très bien que les Européens doivent se rapprocher beaucoup plus et ce n'est pas seulement valable pour les États, mais également pour les sociétés civiles. Et donc, ce webinaire, c'est un instrument précieux pour avancer sur ce chemin. Essentiellement, je suis un chercheur et un observateur de la scène et je voudrais, après l'introduction de Florian, je voudrais d'abord mentionner deux aspects. Alors, lorsqu'on regarde vers l'intérieur, le rapport entre les différents acteurs dans la société civile, c'est-à-dire les fondations, la philanthropie d'un côté,
et les organisations de l'autre côté, nous avons besoin d'une nouvelle définition du rapport. Et ça, de mon point de vue, c'est valable pour toute l'Europe. Alors, c'est depuis 30 ans, les grandes fondations, la philanthropie et aussi les entreprises privilégient et les entreprises se comportent de la même manière que les États, c'est-à-dire ils privilégient le financement de projets individuels. C'est-à-dire ils se comportent de la même manière comme le philanthrope privé qui donne 10 euros et il attend que ces 10 euros demain seront déjà transformés en lait pour un nourrisson en Afrique. Et c'est évidemment, c'est stupide. Mais ça devient évident seulement lorsqu'on explique aux personnes ce qui se passe avec leurs donations. C'est-à-dire lorsqu'on s- lorsqu'on s'adresse à des entreprises ou des fondations, alors les fondations ont besoin de moyens financiers pour s'agrandir. Ça peut être un objectif précis, mais ce n'est pas possible de se limiter au financement de projets courts d'un an, de 2 ans. Et on l'a vu déjà à plusieurs reprises, et l'Allemagne est pleine de projets qui sont nés de la volonté d'institutions qui ont fait des donations pour un an ou pour 2 ans. Mais l'organisation n'est pas capable de garantir la survie de tels projets dans la durée. Donc, il faudrait des rapports de partenariat entre les philanthropes et les bénéficiaires. Donc, les grant makers et les guarantees, comme on dit en anglais, c'est-à-dire tous les acteurs, les organisations doivent continuer à exister dans la durée. Et ils ont besoin de beaucoup de soutien. Donc, un deuxième point que je voudrais mentionner, qui est très important en Allemagne, en 2025, ça a été très important en Allemagne parce qu'il y a des forces politiques qui demandent ou qui ces attaques de la part de partis de l'extrême droite vont contre le financement d'organisations privées par l'État. Ce sont en particulier les partis d'extrême droite. Et il y a eu beaucoup d'actions, de demandes, et d'autre part, évidemment, eux aussi, ils subissent des attaques. Mais ça a fait naître une discussion, c'est-à-dire comment on finance les organisations de la société civile. Alors, d'un côté, il y a eu des mouvements de solidarisation dans la société civile. Ça a commencé au mois de février, ces attaques de l'extrême droite contre les organisations de la société civile et l'organisation générale des organisations de la société civile a déclaré publiquement son soutien. Et il y a 10 ans, ça ne serait pas possible comme ça. Mais il faut quand même qu'on réfléchisse. euh, Qu'est-ce qui doit être financé par des financements publics? Et c'est important
de d'aller à fond aussi de ces questions politiques, on peut comprendre que, évidemment, qu'il y a des financements privés, mais d'autre part, il y a beaucoup d'organisations qui dépendent de financements publics. Mais là, il faut distinguer deux aspects. Beaucoup d'organisations en Allemagne, ils, ils génèrent des services et ces services sont payés par l'État, mais ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'un soutien, mais un soutien signifie que l'activité propre d'une organisation est financée. Donc, il faut redéfinir le rapport entre les financements publics et la philanthropie privée, c'est-à-dire, par exemple, les services philanthropiques des entreprises. Ils doivent ils doivent publier leurs partenaires, ils doivent réfléchir. Il devrait s'agir de réflexion positive, c'est-à-dire l'objectif ne peut pas être une séparation nette, c'est-à-dire lorsque nous recevons des subventions de l'État, pas nous en tant que OSC, mais les acteurs philanthropiques contestent certaines de ces idées et soulignent que la philanthropie soutient fortement les institutions publiques, par exemple les écoles, universités ou institutions sociales. Alors on pourrait argumenter qu'il faut séparer tout ça, mais ça ne peut pas être une solution. C'est-à-dire, il faut une discussion positive et tout le monde doit réfléchir quels sont les objectifs et comment on peut coopérer de façon positive. Jusqu'ici, ma première contribution. Merci. Merci, merci Rupert. J'aimerais maintenant qu'on entende Inga Waxman. Inga, qu'est-ce que tu relèves des relations entre associations et générosité privée depuis ta pratique quotidienne de la philanthropie avec un regard à la fois français et européen? Oui, merci beaucoup. J'ai essayé de parler doucement. Je pense que si j'avais à intervenir en allemand, j'aurais parlé moins vite. Donc, j'ai essayé de parler euh, à une vitesse correcte pour les interprètes. Et merci beaucoup pour l'invitation. Et merci Rupat et Catherine aussi. C'est sympa de se retrouver ici. Je pense que j'ai un peu reprendre ton premier point, hein, Rupert aussi, en parlant du coup des relations. Euh, et parler de relations un peu dans un cadre idéal ou le cadre que moi j'ai envie de voir dans la philanthropie. Donc là, si vous m'entendez parler de relations, je parle de la relation que je voudrais voir et pas forcément celle que tu as décrite, Rupat, qui parle plus de relations de court terme, de soutien de projet, etc. Donc là, je me base plutôt sur des relations dans un cadre de philanthropie qui souhaite changer le système, qui souhaite avoir une vraie relation parce qu'elle a compris que c'est par là qu'on peut obtenir une vraie plus-value. Une philanthropie, je parle un peu d'une philanthropie qui aujourd'hui souhaite contribuer à ce que les personnes concernées, souvent, soient, soient présentes dans la prise de décision, que la pratique de la philanthropie aussi se fasse de façon un peu participative et avec plaisir pour approfondir un peu et donner quelques exemples plus tard si ça vous intéresse. Ce qu'on appelle en anglais la participatory philanthropy, donc la philanthropie participative. Et l'autre point, c'est une philanthropie qui travaille sur la base de relations de confiance. Et là aussi, je donne un peu le terme anglais parce que ça peut être intéressant comme référence. Il y a quand même plus de références en anglais là-dessus qu'en français, la trust-based philanthropy. Donc, un peu en deux parties.
d'abord vous dire que la pratique vertueuse, elle existe et après elle est en train de se former encore, qu'elle est peut-être un peu plus jeune et récente et qu'elle a besoin d'évoluer et de s'améliorer. Donc, côté pratique vertueuse qui existe, donc vous décrire un peu ce que j'entends par cette pratique vertueuse, c'est une relation déjà qui se construit et qui se construit dans le temps. Parfois, on commence par un projet, mais on passe à du soutien plus structurel. Parfois, on chemine ensemble pour après mettre en place un partenariat. Parfois, on co-construit des activités. Et voilà, ça, c'est que des exemples, hein, mais tout ça, ça permet de se connaître et d'aller vers des objectifs partagés, hein, vers un ensemble plutôt que un appui à quelque chose de assez précis et concis. Donc, on construit une relation et une fois qu'on est là-dedans, ça a un impact aussi sur l'évaluation. Et je reprends ça parce que ça fait partie aussi de votre papier, Florian. Donc, côté évaluation, on passe plutôt d'une évaluation à une sorte d'apprentissage et d'apprentissage partagé, encore une fois. Donc, on passe de regarder un projet et sa mise en œuvre et éventuellement des résultats très concrets qu'on essaierait de chiffrer. On passe de ça à un regard sur l'état de la structure, sa santé, l'efficacité, son état d'avancement, etc. Et on regarde aussi l'effet qui est produit dans la société. Donc, et avec ça, on a à regarder aussi le partenariat en tant que tel. Donc, cette relation je viens de mentionner, il faut l'inclure dans l'évaluation et dans l'apprentissage. Donc, on l'améliore en cheminant. Donc, ça fait partie un peu des résultats du partenariat, d'améliorer aussi la relation. Voilà. Et euh, pardon, juste que j'oublie rien. Oui, voilà. Donc, je- je- j'ai bien dit que le regard sur le partenariat en tant que tel, c'est important et que ça a aussi de nouveau une contribution, et je reviendrai dessus avec plaisir plus tard, sur la, la démocratie ou la démocratisation et l'inclusion dans la société en général. Voilà. Et à la fin, on arrive à une relation où on arrive à questionner et les activités et aussi le être de la philanthropie vers le secteur associatif et inversement, que le secteur associatif ou le partenaire puisse aussi faire un retour vers la philanthropie. Donc, comment tout ça, ça doit un peu évoluer et avancer. Euh, donc, on apprend dans un monde où beaucoup d'associations sont formatées par une évaluation avec beaucoup de contraintes, par le type de financement, par le cadre du financement, par des reporting, par peut-être des indicateurs, par des contraintes financières aussi, des dépendances, on en a déjà parlé un peu. Donc, si on veut arrêter cette évaluation, il faut laisser la place à quelque chose, mais à quoi exactement? À des entretiens, à des rencontres, à des visites, à un regard régulier sur le partenariat, peut-être à des co-constructions, à la coopération réelle, ou plus que une relation de financer quelque chose qui a été proposé par un autre acteur, à des rencontres des équipes aussi, des formations, etc. Donc c'est un peu, c'est pas encore très clair ou c'est pas encore très structuré à quoi on peut laisser la place d'une évaluation si ce n'est pas une évaluation par indicateur ou un peu classique ou bancal. Donc il y a encore des points d'interrogation là-dessus. Et je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est vraiment important, il faut faire évoluer cette relation comme une contribution directe aussi à une démocratisation de la société. Donc, dans le contexte actuel, pour revenir un peu sur le côté défi bien, du contexte actuel, euh, donc, euh, on en a déjà parlé, hein, il y a une baisse de financement. Beaucoup de bailleurs disparaissent ou réduisent leur financement ou réorientent leur financement. Parfois, ça se fait par bien, sur la base de principes aussi de discrimination, de diffamation, etc. Il y a des questions de sécurité aussi qui arrivent.
Et parfois, c'est juste une réorientation un peu, voilà, on va dire, contextuelle ou naturelle, hein. Ça arrive aussi. Mais c'est sûr qu'il y a de plus en plus d'acteurs dans la société civile qui se tournent vers la philanthropie. Donc il y en a plein qui n'étaient pas là avant, voilà, qui viennent nous voir et qui identifient leur philanthropie comme un acteur de soutien. Donc il y a comment dire, d'un côté un peu le besoin qui doit être analysé et il faut prendre conscience de où sont les besoins. Et de l'autre côté, il y a la réalité philanthropique avec des budgets contraints et souvent pas du long terme, souvent de l'appui au projet et souvent pas une relation comme je viens de la décrire juste avant. Il y a un besoin aussi de nouvelles compétences légales, par exemple légales, hein, de nouvelles compétences en général, d'accompagner, de pouvoir rencontrer les acteurs qui font des demandes. Et je termine, Florian, je vois ton regard. J'ai encore deux petits points et je termine, pardon. Euh, donc, il y a besoin de nouvelles compétences, bien, plus stratégiques, de prévision, d'anticipation etc. Il y a beaucoup de limites aussi. Là, de nouveau, il faut des compétences, pas les contourner, mais comment les intégrer, des limites légales et financières. Il y a quand même aussi une évolution dans la philanthropie. Souvent, je trouve que c'est pas seulement un soutien à des projets, mais il y a aussi de moins en moins de salariés. Donc, c'est par vague, hein. Parfois, on recrute et après, on revient à des équipes plus petites. Mais on a clairement dit qu'il y a besoin d'un accompagnement. Tu l'avais dit, Benjamin, aussi. Mais accompagnement, forcément, ça passe par des ressources humaines, ça passe par des personnes et par une relation qui se construit dans le temps. Et ça, avec moins de monde et moins de moyens, ça ne marche pas. Donc, la dernière chose que je voulais dire, c'est que ça passe souvent là où on a peut-être un début de solution, c'est de créer des espaces. Donc là, ici, ça en est un. Des espaces d'apprentissage, des espaces de rencontre, de mieux se connaître, voilà, de réduire un peu la défiance, etc. Donc, on n'est pas forcément encore très bon sur le comment, hein, mais c'est sûr que quand c'est fait dans le collectif, quand on a construit des relations un peu une par une entre fondations et partenaires, des relations du coup bilatérales, si c'est bien construit, ça peut aussi avoir un peu un effet, bien, comment dire, ça se partage, une relation, une confiance en partie, elle peut se partager. Donc, créer ces espaces un peu sécurisés ou pardon, du coup, ça vient de l'anglais safe space. Créer des espaces de rencontre et de faire ensemble. Je pense que c'est un peu voilà, nous organiser entre nous et voir qu'on est dans un même bateau. Je pense que c'est un début de solution et à discuter. Et je laisse du coup la place au territoire à Catherine parce que c'est un aspect important aussi. Merci. Merci beaucoup, Inga. Et donc maintenant, oui, Catherine, Catherine Dombrowski. Catherine, quelle est ta perception des enjeux depuis l'échelle européenne et aussi allemande à partir de ton travail au cœur des fondations territoriales? Merci beaucoup tout d'abord pour cette invitation. Je vous salue, je suis très heureuse d'être ici et de vous parler en fait des fondations de citoyens. Nous travaillons sur une base de, voilà, on parle en fait de Community Foundation et un deuxième terme, c'est en fait une fondation communautaire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? En fait, ils sont au niveau local, space-based philanthropy, also philanthropie de proximité. Donc, c'est une fondation participative indépendante qui est en fait créée par des citoyens pour des citoyens. Donc, il y a de l'engagement, il y a une création de fonds et des éléments démocratiques. Voilà, c'était l'historique. Donc, la première fondation a été créée il y a 110 ans à Cleveland, Ohio. Il y a 50 ans, il y avait une aux en Grande-Bretagne
qui fête ses 50 ans cette année. Et dans les années 90, en fait 96, ce phénomène s'est montré en Allemagne, à Gütersloh et à Hanovre. Deux fondations ont été créées. Actuellement, nous avons environ 800 community foundations en Europe et donc 435 se trouvent en Allemagne. Donc, Allemagne est ici vraiment très, très présent en Europe. Donc, il faut quand même tenir compte que ces fondations de citoyens sont des fois très petites, en fait, organisées par des bénévoles. Donc, c'est important de faire une comparaison avec la Grande-Bretagne en ce qui concerne en fait les fonds. Et c'est le secteur le plus important de fondation. Il n'y a que 50 entre guillemets, mais en fait, ils couvrent en fait un périmètre, un territoire beaucoup plus important et ils ont en fait des fonds, ils ont accès à des fonds très importants. Donc, de quoi s'agit-il exactement? En fait, c'est une fondation créée par des citoyens pour des citoyens, mais ce terme n'est pas protégé légalement. En fait, il y a beaucoup de fondations en Allemagne qui s'appellent fondations de citoyens. Donc, c'est marqué sur l'emballage, mais le contenu ne correspond pas forcément. Donc, pour faire face à ce phénomène, les fondations allemandes ont fait un travail de réflexion pour définir des critères pour une telle fondation et ils ont défini 10 critères qui servent aujourd'hui de base pour un label, en quelque sorte, une certification qui, en fait, regroupe actuellement 200 fondations. Alors, quels sont ces critères? Donc, je parle avant tout des critères qui caractérisent en fait les fondations de citoyens. Il y a aussi d'autres qui font partie en fait de l'intérêt général, de l'utilité publique. Mais ce qui caractérise les fondations de citoyens, qui regroupent beaucoup de différents fondateurs de fondations qui, en fait, apportent des sommes plus petites et qui s'engagent. En fait, les fondations de citoyens sont en fait un modèle très accessible de philanthropie démocratique. Donc, il y a une indépendance, ça fait partie de la loi, en fait, sur l'utilité publique. Donc, c'est une nécessité, une condition sine qua non. Mais par ailleurs, il n'y a pas de dominance, il n'y a pas de, un seul fondateur qui a un rôle prédominant par rapport aux autres. Donc, il y a un engagement au niveau local. Donc, il y a donc une sorte de périmètre géographique dans une ville, dans un district, un arrondissement. Et donc, dans ce contexte, il évolue, mais d'une manière pluridisciplinaire. Ça, c'est un critère très important par rapport à d'autres fondations. En Allemagne, il y a un catalogue de différents objectifs d'utilité publique. Et donc, ces fondations couvrent beaucoup d'objectifs dans l'éducation, ils ont une vocation culturelle, intergénérationnelle, l'écologie et la nature. Et donc, ils regroupent tous ces critères parce que ces différents objectifs jouent un rôle important au niveau local. Une fondation qui se concentre uniquement sur l'écologie ne serait pas en fait une fondation citoyenne. Donc, par rapport à d'autres fondations ou des associations, des fondations souhaitent en fait rassembler des ressources. Ils créent en fait un capital et donc les fondations de citoyens se consacrent à l'engagement citoyen. Donc, d'autres critères qui font partie, c'est la transparence, le travail en réseau. Donc, il faut créer un réseau social au niveau local et
la participation est essentielle. Donc, il y a des comités au sein de ces fondations qui ont en fait comme membres d'autres citoyens. Ils sont indépendants, divers et donc ils offrent la possibilité d'une participation. Ce qui est particulier en Allemagne pour les fondations citoyennes par rapport à d'autres pays, c'est la fondation plus. Donc, c'est une fondation qui crée un capital, qui donne un soutien et qui a quelques éléments de la vie d'une association parce que il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup de participation d'un collectif dans les comités et dans la mise en place de projets. Quelques chiffres clés pour décrire la situation basée sur le rapport Fondation Citoyens Actifs qui mène une enquête en Allemagne. Il y a 435 fondations avec 400 000 personnes qui sont engagées. Donc, ça fait 900 à 1000 par fondation. Depuis les années 90, ils ont 1 milliard d'euros mobilisés et 694 sont en fait le capital et le reste, donc, c'est dans des donations. Plus de 1000 fonds et de fonds fiduciaires sont gérés. Voilà, vous avez tous ces chiffres. Donc, on peut dire important, c'est ils sont indépendants, participation, et ce sont des infrastructures à long terme de la vie collective locale. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Catherine. On a euh, une question d'Emmanuel Ehrenschneider. Je pense elle est pour toi, Inga, qui nous dit: Bonjour, je suis preneuse d'exemples de philanthropie participative, mais peut-être que Catherine, tu pourras aussi donner des exemples un peu plus concrets de comment, à travers les fondations territoriales, on assiste à une philanthropie participative. Inga, tu veux commencer? Oui, euh, donc l'idée c'est de faire court aussi, hein. Donc des exemples, il y en a peut-être peu, mais il y en a. Et je compterai définitivement les fondations territoriales dedans. Parce qu'il y a une participation. Dans la philanthropie participative, il faut bien distinguer en fait différents niveaux. Donc participation, parfois les fondations pensent juste parce qu'ils demandent, ils posent une question à un partenaire que c'est déjà de la participation. Donc ça peut intervenir au niveau de comment les fonds sont distribués. Et du coup là, une prise de décision ou commune ou quasiment complètement participative. Donc, on vient d'en créer un en France qui s'appelle le Fonds pour la démocratie, par exemple, où il y a un élément de participation dans la redistribution. Il y a aussi au niveau européen quelque chose qui existe depuis longtemps qui s'appelle Fund Action. C'est un mot, fond, le fund et action en un mot, Fund Action, par exemple, qui existe depuis longtemps. Et il y a d'autres, voilà, il y a pas mal de fonds et de fondations qui essayent d'introduire ces mécanismes-là, mais c'est encore assez rare. Et puis de l'autre côté, il y a, par exemple pour nous, on pourrait, et ça s'est fait en partie dans le passé, faire intervenir la participation quand on construit nos programmes. Donc quand c'est une fondation qui crée ses propres stratégies et la programmation, on peut demander à une cohorte ou nos partenaires et ou un panel plus ou moins aléatoire, tiré au sort, etc. On peut se créer des critères. Ça marche après comme des assemblées de citoyens, par exemple, hein. Donc, comme toute pièce de démocratie délibérative aussi. Donc, on peut appliquer ces mécanismes-là à la philanthropie au niveau de comment la décision est prise de où va l'argent, comment les stratégies se créent. Ça peut être aussi en consultation, hein. Donc, il y a pas mal de fondations qui ont un peu des conseils consultatifs, on va dire.
où c'est les salariés qui interviennent et où les personnes concernées, ben, bien la cible du focus de la fondation. Et ça peut intervenir aussi au niveau de l'évaluation, etc. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à la question. Donc je peux donner d'autres exemples si c'est utile. Voilà. Merci beaucoup, Et ça Inga. donne une... Ouais, merci beaucoup, Inga, pour ces premières illustrations. Peut-être maintenant que Catherine peut aussi nous donner quelques exemples allemands, je crois. Oui, bien sûr. C'est comme Inga l'a dit. Ici, nous avons aussi des conseils consultatifs, même des conseils de jeunes. C'est également très important pour nous, la participation des jeunes qui ont aussi leur voix au chapitre. Ce n'est pas que symbolique, ils peuvent également avoir un impact. Même aussi d'autres pays européens. Il y a la Foundation Scotland à Édimbourg et où il y a donc également un travail avec d'autres organisations de la société civile sur place et ce sont en fait des soutiens à long terme. Merci beaucoup, Catherine. Une autre question nous est posée par Élise Renaudin. Euh, pour Catherine, de nouveau, est-ce qu'il serait possible de citer quelques exemples concrets de fondations communautaires en Allemagne? Alors peut-être qu'en même temps, on vient d'avoir une partie de réponse. Je lis la question juste maintenant. En fait, je pense que Catherine, tu as déjà répondu en partie à la question que Élise vient de poser. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de notre webinaire. Euh, euh, et pour avancer dans le débat, j'aimerais poser à nos panélistes trois questions. Une première question pour Inga et Catherine. Euh, Comment renforcer, Ingat a commencé à évoquer ce point dans la première partie, mais comment renforcer des relations réellement fondées sur la confiance entre financeurs privés et organisations, avec peut-être une implication sur des horizons plus longs et des horizons plus stratégiques. Est-ce que Inga, tu veux bien commencer? Oui, oui, bien sûr. Donc, bien après, je dis un point qui est un peu basique, ça passe aussi par du financement, du coup, qui est plus long, qui donne plus de visibilité et qui est peut-être un peu plus flexible que de l'argent très fléché, hein. Mais enfin, voilà, je le dis, c'est peut-être très bête, mais dans une relation de bailleur et avec, on va dire, un acteur, mais il faut quand même le dire. Donc ça, c'est quand même une condition. La professionnalisation aussi des deux côtés, je pense, parce que quand on a à voir avec des bénévoles, avec beaucoup de... Vous m'entendez mal? Ça Non, va? c'est bon. Pardon. La professionnalisation, je pense, c'est un métier, la philanthropie, et du côté associatif aussi, c'est un métier, et les bénévoles se forment, et la relation se construit, et ça passe aussi par de la formation, et parfois de la formation commune, une terminologie, utiliser les mêmes mots, comprendre la même chose derrière des mots et des termes, ça c'est important. Voilà, j'ai déjà parlé un peu du soutien à long terme. Euh, le regard aussi, vraiment prendre le recul sur la relation et la regarder, l'analyser et l'améliorer, et avoir des critères pour le faire. J'ai déjà parlé de l'évaluation qui passe plus à un apprentissage, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut vraiment apprendre et qu'est-ce qu'on fait avec l'apprentissage. Donc, si la continue, voilà. Donc, pardon, je reviens pas dessus. Euh, voilà, j'ai parlé aussi de créer de la confiance au-delà du bilatéral. Je pense que la philanthropie, c'est assez récent qu'on coopère et qu'on se coordonne. Voilà, c'est super, il faut en faire plus, mais c'est plutôt récent.
Donc la concurrence, elle n'était pas seulement au niveau des acteurs financés, mais aussi des bailleurs pour ce qui concerne la philanthropie. Et la coordination, la coopération, mieux se connaître, ça apporte beaucoup à, voilà, à cette relation aussi du coup partenariale. Euh, voilà. Et puis la question de la dépendance, je pense que c'est vraiment c'est une vraie question parce que moi je défends aussi de pouvoir soutenir à 100% un acteur et dans la durée parce que peut-être il n'y a pas de financement ailleurs qui est disponible mais c'est pas forcément une dépendance. Mais bien évidemment il peut y avoir beaucoup de dépendance dans les relations partenariales donc ça voilà je voulais juste le soulever. Mm. La question de la dépendance elle est importante. Je m'arrête là, ça te va? Oui, merci Inga. Je te redonnerai la parole sur la deuxième question. Catherine, à l'échelle des territoires, comment la confiance se construit concrètement dans la durée, au-delà des relations classiques entre financeurs et organisations? Et puis, peut-être que ça peut faire aussi le lien avec une question que Marianne Langlais a posée. Elle nous dit sur les fondations citoyennes, je voudrais comprendre comment les citoyens s'engagent pour qu'ils représentent l'ensemble de la société, tirage au sort selon certains critères. Si on peut intégrer aussi cette question dans la réponse, et du coup, j'ajoute 1 minute à ton temps de réponse. Merci beaucoup. Je suis d'accord absolument avec l'analyse d'Inga en ce qui concerne l'action philanthropique, mais je voudrais ajouter quelque chose. Alors, quand on considère la philanthropie comme ensemble sur la base du patrimoine, etc. Et dans cette ligue, les fondations communautaires ne peuvent pas être en concurrence. Mais ce qui est très important, c'est la confiance. La confiance est toujours considérée comme l'asset principal. C'est un peu dommage que ça, ce n'est pas, on ne peut pas mesurer la confiance. Et c'est-à-dire la plus-value des, euh, des fondations territoriales est, c'est une valeur immatérielle. Et un deuxième point, la confiance, on ne peut pas la mesurer. Et évidemment, il faut qu'elle soit réciproque avec le dialogue, dans le dialogue avec la société civile, c'est-à-dire la fondation territoriale doit s'engager à long terme et doit aussi tenir en compte des besoins des citoyens du territoire. Et le troisième point qui concerne également la confiance, et Rupert l'avait mentionné, on perd facilement la confiance et nous vivons dans une époque où il y a toujours moins de confiance dans la démocratie et dans les organisations. Et pour cette raison, les community foundations doivent faire très attention comment ils se définissent. Et il faut aussi tenir en compte d'une dimension européenne et évidemment, dans beaucoup de pays européens, les community foundations euh, ne sont pas dans une relation de coopération avec l'État parce qu'il y a un manque de confiance dans les institutions publiques. Merci, merci Catherine. J'ai maintenant une deuxième question pour vous trois. Euh, Quel rôle la philanthropie peut jouer dans la défense et la revitalisation de la démocratie? Est-ce que Inga, tu veux démarrer? Ok, oui, et voilà, je m'exprime peut-être plus à titre personnel là, bien, vous l'aurez compris. Que quelques points.
il y a moins de ressources et peut-être moins d'espace pour la société civile et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement et ensemble. Donc déjà, nous assurer qu'on peut faire notre travail habituel. C'est déjà, enfin, je ne vais pas parler de défense, mais juste faire notre travail de philanthropie, c'est important, et faire le travail de la société civile, c'est important. Et comme on a beaucoup parlé de la relation, le faire de plus en plus ensemble, voilà, juste continuer à faire. Si on arrive à faire ça, c'est très bien. Mm. C'est un premier point. Apporter du coup du côté philanthropie et de la flexibilité, on l'a vu avec le Covid et avec des crises, d'autres crises comme l'Ukraine ou d'autres crises plus locales, comment dire, euh, des inondations, etc. Apporter de la flexibilité. Donc ça crée des espaces qui peuvent, voilà, qui peuvent aider et renforcer la société civile et leurs actions. Démontrer aussi pour nous, la philanthropie et nous ensemble, hein, avec la société civile, que c'est quand même le rôle de la société civile d'être là, d'être un contre-pouvoir et d'être parfois aussi critique, c'est son rôle. Donc, le dire, l'expliquer, je pense que c'est peut-être une tâche ou quelque chose à faire. Et encore une fois, je le répète, hein, mais c'est de nous organiser en philanthropie et aussi avec les partenaires. Le côté organizing, on a parlé de fondations territoriales, de community foundations, mais il y a aussi le community organizing. Donc, voilà, nous inspirer des pratiques de organizing et dans nos sphères respectives et dans comment on agit. Je pense que c'est des choses voilà, qu'on peut faire. Et puis, il y a plein d'autres, hein, voilà, je m'arrête là. Merci, merci Inga. Euh, Catherine, les third spaces, donc ces tiers de dialogue que constituent les fondations territoriales, c'est une réponse locale à la polarisation, c'est une manière de peut-être répondre à la crise démocratique. Oui, c'est une des réponses, c'est très important. La démocratie, évidemment, est un sujet très important, mais aussi très important pour notre travail. Et les fondations territoriales sentent très fortement les tensions. Rupert l'avait déjà mentionné et le contexte social en Allemagne est très polarisé. Et toujours plus lorsqu'on va dans l'est de l'Allemagne où il y a également des fondations territoriales. Et en Allemagne, c'est l'AfD de l'extrême droite. Et dans l'Est de l'Allemagne, l'AfD est très forte. Et là, l'espace public est dominé par ce parti de droite. Et ça, c'est très difficile de, euh, de faire de la résistance pour les fondations territoriales, comment on le fait, comment on peut soutenir les formats de dialogue, comment on peut créer des espaces pour ces dialogues, pour mettre à la même table différents groupes et les espaces différents, c'est-à-dire mettre à disposition des espaces où des personnes peuvent se réunir en dehors des espaces politiques et en dehors de la propre classe sociale appartenance. Et c'est compliqué à cause d'un manque de budgets communaux de mettre à disposition ces lieux de rencontre et les fondations territoriales sont très actives pour contrer la désinformation, c'est-à-dire pour organiser la formation de compétences des médias. Et très important pour conclure, je pense que ce n'est pas facile pour les fondations territoriales. D'une part, il faut se positionner, il faut défendre les propres valeurs, la dignité humaine, les droits fondamentaux, mais d'autre part, il ne faut pas oublier que
qu'il fait partie de leur fonction de contrer la mise en question de ces valeurs fondamentales. Et là, c'est difficile de trouver toujours une réponse à ces questions complexes. J'ai l'impression que Florian a un problème de connexion. Je sais pas si vous pouvez m'entendre. J'ouvre ma caméra. Oui, je vous Euh, entends. Je viens de le dire, Amira. Et peut-être Rupert. Ouais, on peut prendre la Rupert. Oui, alors Rupert continue. Alors, je voudrais poursuivre cette partie. Alors, évidemment, les fondations, la philanthropie, les entreprises sont appelées à rendre résilientes, à défendre nos démocraties. Comme nous le savons tous, notre démocratie, notre société ouverte est en danger, est menacée partout. Et les philanthropes privés sont appelés à agir. En Allemagne, en ce moment, il y a quelque peu d'organisations très grandes, la Fondation Bertelsmann, la Fondation Mercator, la Fondation Robert Bosch y participent, mais ça pourrait encore se multiplier. Nous avons une situation légale un contexte légal euh, un peu complexe. Les fondations ont des difficultés à s'engager. Alors, le deuxième point, c'est un point complètement différent. Les fondations doivent surtout être courageuses, doivent promouvoir différemment, et ça s'applique également pour les philanthropes privés. Ils doivent soutenir des initiatives d'une façon différente de l'État. Et là, nous avons un problème avec l'élément participatif. Alors, en Allemagne et en Autriche, on a un exemple. Alors, Marlène Engelhorn a poursuivi une approche très participative pour utiliser un héritage de façon philanthropique. Mais le résultat, c'est une politique de soutien très conventionnelle parce que c'était nécessaire de négocier beaucoup de compromis avec tous les participants. Les fondations, alors, puisque les fondations peuvent seulement concurrencer de façon qualitative avec de grands philanthropes, les fondations, euh, il y a une limite à la participation. Nous avons évidemment des fondations de la part des entreprises qui prennent des décisions qui sont à court terme. Mais ce qu'on recommande, c'est que les fondations aillent à la recherche de conseils. On peut aussi être courageux et faire quelque chose de complètement de nouveau, mais en fin de compte, je reviens à la démocratie. Il s'agit de la société ouverte, de la société libre, et là, il nous faut des idées différentes, diversifiées et neuves pour éviter
que la démocratie soit endommagée. C'était un Français qui l'avait décrit au 19e siècle pour la première fois, Alexis de Tocqueville, c'est-à-dire toutes les petites initiatives ensemble produisent une société ouverte. Et pour arriver à un tel résultat, il faut être aussi euh, courageux et même s'il y a de la critique, peut-être en fin de compte, les nouvelles idées sont les bonnes idées. Merci Rupert. Pardon pour ma déconnexion, mais je vois qu'il n'y a pas besoin d'animateur finalement. Ça continue sans moi. Pour terminer, j'ai une dernière question pour Catherine et pour Rupert. Entre innovation et reproduction, comment la philanthropie peut réellement changer les choses? Rupert, pour toi, l'innovation, c'est d'abord une manière de faire ou c'est des choix stratégiques? Alors, innovation est très importante, mais en même temps, ce n'est pas une valeur en soi. Le philanthrope privé qui aime restaurer de violons anciens, donc qu'il continue à le faire. Alors, s'il le fait d'une façon innovative en les peignant en rose, oui, soit. Mais d'autre part, il y a des gens qui ont fait des choses complètement différentes dans leur vie. Ils- il y a beaucoup de millionnaires qui ont gagné beaucoup d'argent et à 30 ans, ils deviennent des philanthropes. Nous avons besoin des deux. On a besoin, en tout cas, de philanthropie privée pour l'héritage culturel. Nous souhaitons conserver notre Europe et nous avons besoin de philanthropes privés également qui apportent d'idées complètement neuves et qui soutiennent notre démocratie dans le sens d'une démocratie d'État ne génère pas de nouvelles idées. C'est triste, mais en tant euh, que scientifique, chercheur en Sciences Po, je le dis, je constate, on a besoin d'initiatives, on a besoin d'input de la base, on a besoin d'une grande offre d'idées et qui se sont ici appelés à contribuer, à participer. S'il vous plaît, allez-y. Merci Rupert. Catherine, l'innovation hyper locale, est-ce que c'est un levier de changement systémique? Alors, je suis d'accord avec Rupert. L'innovation n'est pas meilleure de la reproduction. Il y a beaucoup de projets locaux en Europe et le problème est très souvent qu'on n'arrive pas à les porter à l'échelle. Alors, si on réussit à porter à l'échelle de bons projets, alors Inga l'a mentionné tout à l'heure, alors il faut travailler dans le secteur de la philanthropie de façon plus systémique. Il ne faut pas s'attaquer aux problèmes quand les problèmes sont là, mais il faut déjà s'y attaquer avant que les problèmes sont là. Il faut changer les mentalités. Ça peut, euh, ça peut se produire au niveau local,
La confiance est importante pour que les personnes sont disponibles au changement. Alors, le capital social que j'avais déjà mentionné tout à l'heure, d'un côté, on a la possibilité de réunir différents groupes sociaux et de faire progresser le changement, c'est-à-dire pas de groupe homogène, mais d'autre part, on a la possibilité avec des partenariats, avec les communes, avec les entreprises, on peut, on peut avoir, on peut mettre ensemble les acteurs au niveau local de façon à avoir un impact à long terme. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Alors, je crois que Inga a à son tour un problème de connexion. Euh, donc, on avait une question pour elle, mais je ne sais pas si elle nous entend, mais peut-être que je peux la poser et que vous aurez, Rupert et Catherine, des éléments de réponse de votre côté. La question, c'était Angelica Hoyos qui disait comment initier une démarche de partenariat quand la confiance n'existe pas encore? Et puis, j'ai une autre question, mais celle-là pour Catherine, qui est posée par Marianne Langlais. Sur les fondations citoyennes, je la repose. Je voudrais comprendre comment les citoyens s'engagent pour qu'ils représentent l'ensemble de la société. Tirage au sort selon certains critères, point d'interrogation. Peut-être commencer par cette dernière question, Catherine. Donc, voulez-vous que je commence par Oui. la deuxième question? Oui. Donc, pour les fondation citoyenne. C'est pas une assemblée de citoyens. Ce n'est pas un organe de représentation, en fait. Ce sont des bénévoles qui, en fait, les citoyens sont sensibilisés pour un engagement dans cette fondation. Par la recherche, nous savons que pour un engagement civil, il y a des groupes qui s'engagent plus et d'autres non. Voilà. Donc, c'est de toute façon un aspect important auquel doivent faire face les fondations citoyennes. Souvent, ils s'adressent évidemment à des groupes de la société qui n'ont peut-être pas un accès direct. Voilà, c'était donc la Alors, première réponse à la deuxième question. Est-ce que vous voulez que je réponde aussi à la première, à la confiance? Comment alors, faire? Il n'y a pas. Inga est revenue. Et, Donc je crois qu'elle a répondu, mais je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Donc peut-être, Inga, tu veux répondre à l'oral? Oui, je peux, et désolé, ma connexion a sauté. En fait, je pense que la question derrière, c'est comment entrer en contact, du coup, avec la philanthropie, plutôt. Et ça, c'est un vaste sujet, et je peux en Mm. dire quelques mots, mais voilà, m'assurer déjà, est-ce que j'ai bien compris la question? Parce que la question n'est pas, bien, une relation de confiance, elle se crée une fois qu'on est en contact. Donc, la condition d'abord, c'est d'être en contact. Euh, Encore une fois, j'ai décrit un peu la relation plutôt idéale. Je sais que beaucoup de fondations ne sont pas forcément dans cette optique-là, n'ont pas le temps, n'ont pas les moyens, c'est pas leur manière de faire. Donc déjà entrer en contact. Donc n'hésitez pas. Moi, j'invite toujours tout le monde à, si vous avez un contact, si vous pouvez l'établir, il faut contacter, il faut aller dans des conférences, aller voir les personnes qui représentent les fondations. C'est pas évident, mais c'est en fait là, il faut entrer en contact, oui. Après, moi, pareil, nous, on peut pas accepter plus de partenariats et du coup, souvent, ma réponse est désolée, je ne peux pas vous rencontrer. Mais dans la mesure du possible, quand je vois au moins la possibilité de pouvoir aider, si c'est pas une relation de partenariat que je développe moi, hein, mais si je peux aider ou mettre en contact avec d'autres collègues, je prends quand même le temps en ligne ou en présentiel ou en fonction de ce qui est.
Donc, je pense que vraiment la question, c'est la philanthropie aujourd'hui, on peut le dire, elle n'est pas assez accessible, elle est incompréhensible. Chaque fondation est différente, a une autre manière de fonctionner. Et du coup, il y a quelques conseils qu'on peut donner, mais après, entrer en contact, et une fois entré en contact, développer une relation de confiance idéalement. Voilà, il y a 36 000 réponses parce qu'il y a 36 000 fondations et chacune a une autre manière de faire. Voilà. Je suis désolée, je peux bien. Voilà. Je pense qu'on peut pas. C'est un autre webinaire qu'il faudra organiser et on peut le faire avec plaisir. Et peut-être un webinaire sur l'aller vert pour les fondations. Voilà. Oui, Euh, complètement, oui. ouais, ouais. Alors, on arrive au terme et moi, j'avais peut-être envie de donner peut-être de vous redonner pour 1 minute un dernier mot à chacun, chacune. Est-ce que Rupert, tu veux démarrer? 1 minute pour sauver le monde, c'est une tâche difficile, mais bon, commençons par dire pour les fondations, pour les donateurs privés, pour tous ceux qui s'intéressent à la philanthropie. Il y a, il faut le dire, actuellement un cadre très difficile, mais c'est aussi une grande occasion. C'est une chance. Il y a peut-être des choses que l'État, en fait, a repris, peuvent rentrer à nouveau entre les mains des citoyens et citoyennes. Donc, il y aura un retour de toutes ces différentes vocations. Il faut cette initiative privée pour vivre, pour maintenir notre société en Europe. Et peut-être le moment de montrer clairement cette initiative et de la mettre en pratique, ne pas laisser tout à l'État. En fait, merci en tout cas à IFA pour avoir organisé ce webinaire. C'était vraiment une très bonne occasion. Merci Hmm. beaucoup. Merci à toi, Rupert. Vielen Dank, Rupert. Inga, dernier mot. Ouais, bah, j'ai beaucoup parlé, j'ai peut-être envie de terminer sur le dialogue. Et voilà. Donc, à partir du moment où on peut dialoguer entre personnes, acteurs qui n'ont pas forcément le même formatage, voilà, il faut prendre le temps de se comprendre, de chercher à se comprendre, à s'exprimer, à se comprendre et créer les espaces. Catherine, tu l'as bien décrit aussi. Espace, dialogue, rencontre, pour pouvoir faire, hein, parce que garder l'espace du faire et pas seulement voilà, penser. C'est Hmm. important de penser, mais en ce moment, c'est important aussi de faire. Hmm. Donc, le faire sur la base de dialogue, d'écoute, d'inclusion, de participation. J'ai envie de terminer là-dessus. Et merci beaucoup, pareil, de nous avoir réunis aujourd'hui. Merci à toi, Inga. Et Catherine, pour conclure, un dernier mot de ta part. Oui, de ma part, merci beaucoup de nous avoir donné cette possibilité de nous exprimer. Je souhaite peut-être dire à la fin que nous nous trouvons actuellement dans une époque avec beaucoup de défis. Nous avons souvent l'impression d'être désorientés sans aide. Donc, il faut donc aussi mettre plus en avant cette agency, cette possibilité de faire changer les choses autour de nous et dans une proximité. Là, il y a aussi une occasion de donner son engagement et c'est Hmm. souvent dans le cadre de ces formations. À nous- à- Au niveau européen, il faut travailler Hmm. de plus en plus ensemble. ECFI le fait et même de l'autre côté de l'Atlantique, il y a beaucoup plus de contre de vent et donc il faut travailler plus en Europe.
Il y a des pays où la situation est plus avancée, en Hongrie, en Allemagne. Actuellement, la situation change aussi. Et donc, il est très important d'apprendre, hein, de faire ce qui, quand la donne chance, que ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Merci à toi, Catherine. Alors, pour conclure, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais je voudrais quand même retenir quelques mots qui ont traversé l'ensemble de nos échanges. D'abord, un premier mot, c'est relation, pas au sens de contrat ou de dispositif, mais vraiment comme une structure à part entière avec ses équilibres, ses tensions, ses asymétries. Et ce que nos discussions ont suggéré, c'est que tant que cette structure ne changeait pas, les intentions, la confiance, le partenariat, la contribution resteraient fragiles. Un deuxième mot, c'est la démocratie, bien entendu, pas comme un slogan, mais comme une pratique du quotidien, à travers la gouvernance, la participation, les contre-pouvoirs, la capacité à faire lien, à produire de la confiance. Et la philanthropie n'est pas extérieure à ces enjeux, elle y est pleinement exposée et emporte une part de responsabilité. Et puis un troisième mot, c'est territoire, comme lieu d'expérimentation, mais aussi de fragilité, des espaces où la coopération se construit dans la durée, où la proximité change la nature des relations et où la confiance devient un capital collectif plutôt qu'une qualité individuelle. Et puis enfin, un dernier mot, c'est choix, choix stratégique, choix politique au sens noble, choix de prendre des risques, de sortir de cadres trop confortables, de soutenir des dynamiques encore incertaines. Et l'innovation ne vient pas mécaniquement des outils, mais elle naît de ces choix-là. Et si un fil rouge se dégage, c'est peut-être celui-ci, la capacité de contribution du secteur associatif et philanthropique dépend moins de ce que l'on finance que de la manière dont on se relie. Et alors, construire une philanthropie contributive aujourd'hui, c'est accepter cette exigence, aligner les valeurs et les pratiques, agir dans un contexte démocratique sous tension et penser simultanément le local et le symétrique. C'est précisément dans cet esprit que s'inscrit ce dialogue franco-allemand et plus largement le programme Eurano que l'Institut français du monde associatif souhaite lancer à l'échelle européenne en 2026, pas pour conclure ou pour apporter des réponses toutes faites, mais pour ouvrir des espaces de réflexion, de coopération et de transformation. Donc, pour terminer, je remercie chaleureusement une nouvelle fois notre partenaire, le Fonds citoyen franco-allemand. Je remercie également la JEBVA pour son soutien. Un très grand merci à nos trois intervenants, Catherine, Inga, Rupert, à notre partenaire Mécénata. Je n'oublie pas l'équipe de l'Institut, Amira, Fabrice, Yannick pour Mécénata, et puis nos deux interprètes que je remercie également. Un grand merci à toutes et tous de nous avoir suivis et pour vos questions tout au long de ce webinaire. N'hésitez pas à continuer à suivre les travaux de l'Institut. Et puis, si je peux vous demander encore 2 minutes de votre temps, nous avons prévu une enquête de satisfaction en français et en allemand. Donc, on vous a mis le lien en chat. Donc, si vous voulez bien prendre le temps de la renseigner avant qu'on ferme ce webinaire. Un grand merci à toutes et tous et je vous dis à très bientôt.